Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné BD Lité. On se retrouve toujours en extérieur et aujourd'hui un petit peu sous la pluie pour faire la critique d'un film qui vient de sortir, à savoir Brutus versus César. Cette critique à chaud est sans doute un petit peu importante parce qu'elle sera différente de celle que vous avez pu voir sur internet. En effet, j'ai pas mal apprécié le film. Je ne dis absolument pas que c'est le film de l'année. Je ne dis absolument pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dis que j'ai apprécié le film et je vous invite donc à aller le voir. Mais avant de parler du film, et je vais devoir un petit peu divulgacher, spoiler le film, je souhaite parler des critiques. J'en ai vu quelques-unes, pas énormément, mais j'en ai vu 4 ou 5 sur le film. Et tous les critiques, tous les vidéastes qui font de la critique cinéma sur YouTube disent que c'est un film nul, absolument nul, et vous déconseillent d'aller le voir. Ce n'est pas exactement le mot qui est employé, c'est un petit peu plus vulgaire que ça, mais je n'aime pas trop la vulgarité, donc nous dirons nul. J'ai un petit problème avec ces critiques-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup vous disent que ce n'est pas l'humour qu'ils aiment, qui regrettent un petit peu les films des années 70, 80, où il y avait De Funès, où il y avait Coluche. Et en même temps, dans ces mêmes critiques, ils critiquent les derniers films avec Christian Clavier. Je trouve cela un petit peu étonnant de vouloir se rapprocher de cet humour ironique français, de cet humour irrévérencieux français, et de considérer par exemple que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film raciste, alors même qu'ils utilisent exactement le même type d'humour. Au final, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est quoi ce type de film? Vous avez un certain nombre de personnes venant de l'étranger, de l'extérieur. Vous avez, alors quand je dis extérieur, comprenez ce que je veux dire. Vous avez des juifs, vous avez des noirs, vous avez des arabes, vous avez des chinois, des asiatiques en tout cas, qui proposent des films avec l'humour irrévérencieux comme on avait dans les années 60, 70, 80, et qui finalement vous disent « Nous sommes français comme vous ». Regardez, nous sommes tout aussi français que n'importe qui. D'ailleurs, on peut même faire de l'humour sur nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que Frédéric Shaw a fait Made in China, pour continuer un petit peu dans ce lancé. On est donc sur des vidéastes qui vous disent « On aime cet humour irrévérencieux, quand on ne le voit pas dans les films, ça nous gêne, mais en même temps, dès qu'on le revoit, on le considère comme raciste. » C'est un petit peu dommage. Et on sait très bien qu'un certain nombre de sketchs de Desproges, de Coluche, qui a cet humour bien français, aurait été traité de raciste. Et ces mêmes vidéastes qui vous disent que ces films sont géniaux, vous aurez dit Coluche, De Funès, etc. sont des gens racistes. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que finalement, l'humour de Brutus versus César est un humour très moderne. C'est un humour à la mode. Et s'il est à la mode, c'est parce que la mentalité française a un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution dans tous les pays et que l'évolution est ainsi faite. On peut le blâmer ou pas, mais on ne peut pas dire que c'est un humour nul lorsque, en même temps, lorsqu'il y a le même humour qui revient des années 60, 70, 80, on le critique pour fait de racisme. Je ne comprends donc pas ces critiques-là, et ce qui me gêne aussi au niveau de ce film, c'est que les critiques n'ont pas été faites d'un point de vue historique. Et c'est en ce sens aussi où le film de Cairon est pas mal du tout, et peut-être même mieux que Gladiator. Il y a 2-3 petits plans dans le film qui ressemblent un petit peu à Gladiator. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, bien sûr, les gens ne l'ont pas rapproché directement, puisqu'on a dit c'est une sorte de parodie ce film, et je ne crois pas que ce ne soit que de la parodie et du potache ce film. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'un certain nombre de critiques qui ont parlé de ce film vous ont parlé de cinéma indépendant. On vous dit oui, on nous propose des films qui sont nuls, etc., mais le cinéma indépendant. Il y a eu un temps, ça a été du mois de mars au mois de mai, où il y a eu le confinement, où il n'y a pas eu de films qui sont sortis. Et ces vidéastes-là, au lieu de nous parler de films indépendants, nous ont parlé de blockbusters américains qu'on avait tous vus, Jurassic Park, Retour vers le futur, Terminator, Robocop, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que leur but est de faire un certain nombre de vues. Et donc ils vont pas vous parler de cinéma indépendant. Il y a très peu de vidéastes sur internet, en général sur les plus petits, ce que j'appelle plus petits, ceux qui ont de moins de 20 000 abonnés, qui vous parlent de cinéma indépendant. Les autres vous disent oui, il faut aller voir le cinéma indépendant, mais jamais on vous en parle. C'est quoi le but de la critique cinéma sur internet? C'est justement de vous faire découvrir des films, et non pas de faire des vues. Alors Dirty Tommy, par exemple, qui est un vidéaste que j'aime beaucoup, et que je suis, a dit une fois dans une vidéo, lorsqu'il y avait quelques classes sur YouTube, dans le cinéma game, on va dire, je ne sais pas comment on dit ça, a dit on n'est pas sur YouTube par passion, on est sur YouTube pour faire des sous. En gros, on n'est pas ici pour de la passion, on est là pour du pognon. Et bien sûr, lorsque vous voulez faire du pognon, il faut faire un certain nombre de vues, et donc on ne va pas vous parler de films indépendants, et on va descendre un certain nombre de films sans les analyser. L'introduction est un petit peu longue, mais je voulais critiquer les critiques pour montrer à quel point c'est stupide parfois de dire tel film est nul, sans aller au fond.
Je suis désolé pour le manque d'histoire. Le film de Chiron, alors Chiron, je ne le connaissais pas très bien, c'est-à-dire que j'ai vu quelques sketchs à lui sur YouTube, je n'ai pas vu ses 2 premiers films, donc je ne suis pas un fanboy de Chiron. Mais là, ce que j'ai aimé dans ce film, et pourquoi je vous parlais de Gladiator tout à l'heure, parce que justement, il a fait partie des films qui ont été critiqués pendant le confinement, on voit un petit peu le film indépendant que l'on critique, et si je vous parle de ça, c'est parce que, bien évidemment, ça se passe dans des époques qui sont peu ou prou similaires. J'aurais un petit peu de mal à vous dire exactement dans quelle époque se passe Brutus versus César. J'ai pensé au tout début du film que ça se passait peut-être en 50, je crois qu'en réalité, l'action est plutôt en 46 avant le Christ. Si je vous dis ça, c'est par rapport aux événements qui entourent Vercingétorix, et là je vais, pardonnez-moi de spoiler un petit peu, mais il faut que je vous parle bien un peu plus en détail du film, et vous dire pourquoi je l'ai apprécié. Je pense que c'est en 46, pourquoi? Parce qu'en 46, la guerre avec Pompée, la guerre civile avec Pompée prend pratiquement fin, et César amène Vercingétorix à Rome pour son triomphe. D'ailleurs, les Romains ont critiqué un petit peu ce qu'on appelle le 5e triomphe de César, parce que ça a été un triomphe par rapport à la guerre civile. Mais donc je pense qu'on est plutôt en 46. Et d'où le fait que l'on appelle César tyran, même si en réalité César deviendra plutôt tyran en 45. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de date pour le film, et si on devait le placer comme ça, je dirais qu'on est en 46 avant le Christ. Et c'est là d'ailleurs où la première vanne se fait. En fait, la seconde, mais je reviendrai sur la première au début. La première vanne se fait. C'est qu'au tout début du film, dans la première minute ou les 2 premières minutes, on entend un son d'église. Nous sommes en 46 avant le Christ. Et on entend un son d'église. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a bien sûr, en 46, le Christ n'était pas né, les églises n'existaient pas, donc il n'y avait pas de cloche. Pour rappeler, tout se faisait de manière différente. Et donc, ce reversement de temps un petit peu m'a fait rire. Et ça, j'ai trouvé ça, je vais pas dire génial, mais sympathique, si vous voulez, d'entendre des cloches d'église en 46 avant le Christ. Il y a la question de Brutus. Alors au début du film, on vous dit que Brutus est le fils biologique de César. Ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai, même si c'est marrant dans le film, ça n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Déjà, César avait une fille qu'il a donnée en épousaille à Pompée. C'est avec Pompée notamment qu'il aura formé le triumvirat. Puis après, ils sont rentrés en guerre parce que seul l'un d'eux pouvait avoir réellement le pouvoir. Et je vous rappelle que c'est sous César que l'on passe de la République romaine à l'Empire romain. César est le premier romain. Et donc il y a toute cette partie un petit peu contre-historique, mais qui est assez marrante dans le film, où Brutus devient le fils de César, et Brutus est un homme très maladroit, mais au final qui va s'avérer extrêmement philosophe. Et c'est là où on peut faire un rapprochement avec Gladiator, c'est-à-dire que Chiron a sans doute mieux compris l'Empire romain que Ridley Scott lorsqu'il a tourné Gladiator. Gladiator est fourmille d'erreurs sur l'Empire romain. Pour vous donner le premier exemple, Commode tue Marc Aurèle. Marc Aurèle est représenté comme un héros. Alors c'est vrai que dans la littérature, on le représente plus facilement comme un héros parce que c'était un empereur philosophe. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont Pensée pour moi-même, que je vous invite à lire. Seulement, Commode était un pacifiste, contrairement à Marc Aurèle, qui était un militaire, qui était un guerrier, qui a voulu augmenter la taille de l'Empire. Commode, lui, l'a consolidé dans le pacifisme. L'image donc qui est donnée de Commode dans Gladiator est totalement fausse. Pour vous donner une image un petit peu moderne, c'est un petit peu comme si on disait que De Gaulle avait assassiné Hitler et que De Gaulle devenait pire qu'Hitler. Vous direz, mais c'est de la folie, c'était Hitler le guerrier. Mais c'est tout à fait ça. Si vous voulez, l'erreur qui est commise, c'est tout à fait ça. Bien sûr, Marc Aurèle était un philosophe, bien sûr, les pensées de Marc Aurèle sont toujours d'actualité, il faut le lire, mais Commode était un pacifiste. Alors bien sûr, les Romains aimaient les guerriers, aimaient les chefs militaires, mais si vous voulez, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et c'est parce que finalement Chiron a mieux compris l'Empire romain, et en ce sens je l'ai trouvé le film beaucoup plus sympathique. J'ai adoré Gladiator, bien évidemment c'est une super production et je ne me lasse pas de le voir. Mais je pense que je pourrais revoir aussi avec plaisir Brutus versus César pour le fait de la compréhension de l'Empire romain. Il y a une compréhension de qui est Vercingétorix. Vercingétorix, dans l'idée des gens, c'est le résistant, et on fait ici un petit peu le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale dans l'esprit du public. C'est le résistant qui a toujours combattu Jules César et l'Empire romain, et qui a fédéré les Gaulois autour de lui. Déjà, il n'en a fédéré que quelques-uns. Ensuite, la Gaule, à proprement parler, n'existait pas. C'est César qui l'a créée dans la guerre des Gaules.
Et ensuite, dans les Gaulois, il ne faut pas oublier qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les Anglais, les Celtes purs, et les Helvètes. Et Laverne n'a pas fédéré ces gens-là. Il a fédéré surtout les Gaulois au centre de la France. Mais il ne faut pas oublier que Vercingétorix était un ami de César et qu'il a énormément travaillé pour les armées romaines. Il a même été chef d'une des armées romaines. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que César, dans la guerre des Gaules, nous dit bien que c'est un fourbe. Il emploie ce mot, César, c'est un fourbe. Et c'est exactement l'image que nous donne Chéron de Vercingétorix, un fourbe. Au point d'ailleurs qu'à la fin du film, il se bat avec sa propre femme. C'est sa femme qui a repris, qui a admirablement bien joué d'ailleurs, qui a repris les rênes du village. Et donc cette fourberie-là est excellemment montrée dans le film de Chéron. Et en ce sens, ce film de Chéron ne peut pas être un mauvais film parce qu'il a très bien compris ce qu'était l'Empire romain. Il a très bien compris aussi du point de vue de la violence. La violence, même si c'est un film familial et pour les enfants, la violence très bien montrée. Il y a du sang qui gicle, mais aussi elle est morale. On voit la violence morale. On voit aussi la nuit dans les camps romains qui étaient à la frontière du Limès, la frontière romaine. On voit la nuit dans les camps romains. Et ça, c'est très bien montré. C'est quelque chose qui est très peu montré, par exemple, dans Gladiator. Et dans Gladiator, l'une des erreurs, par exemple, qui est faite, c'est qu'il y avait aussi des hommes libres qui devenaient gladiateurs, et non pas seulement des esclaves. Ce qui est très bien montré chez Chéron, c'est la nuit aussi, quand on voit qu'il lave les plats, etc. C'est la nuit aussi dans ces camps. Et en ce sens, encore une fois, ça ne peut pas être un mauvais film. Ce qui est extrêmement bien représenté aussi dans le film de Chéron, c'est la mentalité romaine. La mentalité romaine sur la guerre, mais aussi la mentalité romaine de « je suis Rome », nous dit César. Je suis Rome, et on voit très bien César nous dire « je suis Rome ». Et on voit aussi la fourberie de certains sénateurs. Ça c'est aussi bien montré, c'est montré de manière un petit peu rigolote. Alors, ça fait pas rire à proprement parler, ça fait un petit peu sourire. Mais si vous voulez, cette fourberie des sénateurs est très bien montrée. Donc en ce sens, le fait que Chéron ait très bien montré ce qu'était la vie sous l'Empire romain, avec des esclaves, avec des hommes libres, avec les Gaulois qui étaient tout de même civilisés. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une image jusqu'au 19e siècle du Gaulois barbare, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Les Gaulois étaient civilisés, par exemple. Il y a, si vous lisez le livre que je vous mettrai là, il y a un certain nombre de villages, par exemple, qui possédaient des ruelles, des statues. C'était décoré, pas comme Rome, n'exagérons pas, mais c'était assez bien décoré. Il y avait une architecture un petit peu gauloise quelque part, même si c'est pas une architecture romaine, une architecture de ville italienne de l'époque, mais il y avait un début d'architecture, c'était un peuple civilisé. On voit quelque peu cette civilisation gauloise, on ne les dépeint pas comme des petits barbares. Et Pierre Richard, qui joue finalement ancien chef du village, mais qui est un petit peu le doride, ce n'est pas le savant fou, c'est quelqu'un qui connaît les plantes, qui connaît la forêt, et qui va donner de bons conseils à notre héros qui est joué par Chéron, qui est Brutus. Il va donner quelques bons conseils, notamment sur l'amour, et c'est aussi là où on a un petit peu de comédie romantique. Ce n'est donc pas qu'un film potage, c'est un film sérieux sur l'Empire romain qui nous dit aussi des choses sur notre temps, qui nous dit des choses, par exemple, sur les conquêtes de notre temps, qui nous dit des choses sur la façon dont on voit l'étranger, comment les Romains percevaient les gens qui étaient à l'extérieur du Limès, et comment aujourd'hui nous on voit les étrangers. Alors bien sûr, c'est très politiquement correct, on ne va pas se mentir, mais ça donne une réflexion, si vous voulez, avec cette utopie anachronique, quelque part du Romain qui va épouser la Gauloise. Cela nous donne un petit peu une idée générale de l'auteur sur comment on doit accepter l'étranger, comment on doit voir l'étranger et comment on doit s'ouvrir à sa culture. C'est donc un film quelque part qui, je ne vais pas dire fait réfléchir, n'exagérons pas, mais en tout cas nous donne quelques idées de son auteur. Et finalement, c'est ça aussi l'art. L'art en lui-même, n'oublions pas qu'un film est de l'art, et l'art en lui-même, c'est de nous donner aussi la vision de l'artiste. Et ici, on a très bien la vision de Chéron sur ce qu'est l'étranger, l'immigration, les conquêtes, etc. L'humour est pas très bon, cela est vrai, ça a été beaucoup critiqué, il y a un petit peu un humour à la Camelot, quelques jeux de mots. Il y a une vanne qui m'a fait énormément rire, j'ai pas mal plaisanté là-dessus, enfin rigolé là-dessus, c'était une vanne de Pierre Richard, je vous dis pas laquelle, bien sûr, je veux pas trop divulgacher, je vous invite à aller voir le film. L'humour est pas très bon, il y a un petit peu d'humour à la Camelot, et j'étais en train de me dire que les critiques cinéma qui jouent toujours sur le même mot entre compote et complot, en réalité c'est pas exactement compote et complot, c'est compote et on complote, hein, et c'est réellement l'humour à la Camelote d'Alexandre Astier. Et en parlant d'humour, et je me demande si les critiques ont aimé Camelot, parce que vu comme elle a critiqué ce genre de jeu de mots, et je me demande également s'ils ont perçu un petit peu le mythe arthurien
qu'il y a derrière une vision un petit peu d'Astier de ce mythe arthurien qui est reprise un petit peu dans ce film avec Brutus qui va épouser la Gauloise et Brutus qui est un fils romain et qui va finalement devenir un Gaulois, un petit peu comme dans Camelot d'Arthur qui est un fils romain et qui devient un Breton. Ça, et je vous rappelle que la légende arthurienne, selon les sources que vous avez, la légende est totalement différente, et puis Astier en a choisi une. C'est pour ça que je le rapproche de Camelot. Je ne dis pas que Camelot est une réalité, c'est une réalité parmi différentes légendes, enfin une réalité. On comprend ce que je veux dire en disant une version parmi différentes légendes, et je trouve qu'ici, dans ce film, on utilise un petit peu la version d'Astier. Les vannes tombent un petit peu à plat, cela est vrai. Ça a été rapproché d'Aladin et d'Alad 2, pas du tout. Aladdin et Alad 2 sont de mauvais films, sauf Alad 2 qui à un moment donné fait une vanne que j'ai trouvé pas mal. Pourquoi? Parce que c'est une vanne à la Jacques Bainville, quelque part, c'est un petit mot à la Jacques Bainville. C'est au moment où l'on voit, et je vous parle de ça parce que je ne ferai pas de critique d'Alad 2, mais je trouve un petit peu dommage qu'aucune des critiques n'ait montré ça. C'est une vanne à Jacques Bainville, qui est un de nos plus grands auteurs français. Au moment où l'on voit Gérard Depardieu qui va conquérir l'Amérique avec la musique de Vangelis qui commence, où Gérard Depardieu dit « c'était moi le premier !» Et ça, c'est un petit peu, je trouve, ce que Jacques Bainville aurait pu écrire, cette ironie un petit peu narquoise, je trouve ça... Voilà, c'est la seule vanne qui m'est fait rire dans la 2. Donc les films Aladdin et Alad 2 sont mauvais, je ne comprends pas pourquoi on peut rapprocher Brutus versus César de ces films-là. On n'est pas du tout dans le même moule, on n'est pas du tout dans le même type d'humour. C'est un peu plus sérieux tout de même Brutus versus César, il y a un petit peu plus une vision de l'auteur. C'est plus un film artistique, c'est plus de l'art quelque part, même si Aladdin et Alad 2 sont de l'art parce que ce sont des films, mais il y a quand même un côté plus artistique, philosophique, vous voyez, plus un message à faire passer. Enfin, les acteurs sont pas tous bons, c'est vrai que Keyron joue toujours un peu monofacial, ça a été dit, il joue pas excellemment bien, cela est vrai, mais ça vient du stand-up. Dans le stand-up, on joue pas très bien la comédie. Et là, c'est vrai qu'on a un petit problème de formation des acteurs en France aujourd'hui. Il y a quelques acteurs qui viennent de la comédie française qui sont excellents. Je vais penser à Pierre Ninet, par exemple. Mais ils sont assez rares, des acteurs de cette trempe. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Si l'on veut prendre le temps de former des acteurs, avoir de bons films, et notamment, par exemple, des films indépendants, etc., quelque chose qui soit artistiquement parfait, ou en tout cas proche de l'être, il faut prendre du temps de faire des films. Et aujourd'hui, le public n'a pas envie que l'on prenne le temps de faire des films parce qu'il faut du film, du film, du film, du film. On consomme, on surconsomme le film. On déconsomme le livre, on surconsomme le film, les séries, etc. Si on disait aux gens, écoutez, il nous faut 3-4 ans pour faire un film et finalement il y en aura moins qui sortiront, les gens gueuleront. Dès lors, il faut aller vite pour faire des films, on a un peu moins de temps pour former les acteurs. Je vous invite donc à aller voir le film, je ne l'ai pas trouvé parfait. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les décors sont pas trop mal, ceci dit, les cuirasses, les plastrons font vraiment toc, surtout sur César et j'allais dire la chef, je sais pas si on dit la chef, mais de la garde prétorienne, ça fait vraiment un toc. Donc ça, je trouvais un petit peu dommage. Il y a certains points, si vous voulez, qui font un peu faux et ça se ressent un peu, voilà. Donc non, le film n'est pas parfait, ça n'est pas l'œuvre de l'année, mais ça reste quand même un film correct. C'est quand même un film à aller voir. Il est très très loin d'être nul, comme ça a été dit sur un certain nombre de critiques, et je crois que si ces critiques avaient un petit peu de culture au niveau de l'Empire romain, je pense qu'elles auraient sans doute mieux apprécié le film que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je vous invite à le voir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, à partager la vidéo, qui est un petit peu longue pour ce genre de film, mais je voulais tout de même vous en parler et faire un petit peu la critique des critiques. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.